En juin, beaucoup pensaient que la plus grande actualité aéronautique serait le Salon du Bourget, avec les annonces sur les commandes d'avions, les nouveaux moteurs et peut-être même de nouveaux appareils généralement présentés lors de cet événement. Malheureusement, ce n'est pas pour cela que le mois de juin 2025 restera dans les mémoires. Nous avons bien eu quelques nouvelles intéressantes en provenance de Paris qui méritent certainement d'être évoquées, mais évidemment, le tragique accident du vol Air India 171 a éclipsé tout le reste et l'ensemble du secteur aéronautique attend désormais de savoir ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, il est temps de faire un nouveau tour d'horizon mensuel de l'actualité, où je reviens sur les plus grandes histoires non abordées, les faits manqués et les sujets plus modestes qui méritent d'être surveillés. Mais nous allons évidemment commencer par ce que nous savons jusqu'à présent sur l'accident du 12 juin impliquant le vol Air India 171. Dans la tragédie totale de cette histoire, au moins une nouvelle positive récente est que le nombre de victimes s'est avéré inférieur à ce que nous pensions auparavant. Quelques jours après l'accident, les autorités ont déclaré qu'il y avait au total 279 victimes. Tous sauf une des 242 personnes à bord, ainsi que 38 personnes au sol. Mais le nombre de victimes au sol a ensuite été revu à la baisse. Le 24 juin, les autorités ont confirmé qu'elles avaient identifié toutes les victimes de l'accident, sauf une, et qu'il y avait 19 victimes au sol, portant le bilan total à 260 victimes. Cela fait toujours de cet accident d'Air India la pire catastrophe aérienne depuis plus de 10 ans. La dernière fois que nous avons eu un plus grand nombre de pertes humaines lors d'une seule catastrophe aérienne, c'était en 2014 avec l'abattage du vol MH17 de Malaysia Airlines. Mais même si c'est le cas au moment de cet enregistrement, il y a eu très peu d'informations officielles provenant de l'Inde concernant l'accident et l'enquête en cours. Il y a eu des informations inquiétantes concernant des menaces proférées à l'encontre des enquêteurs du pays, ce qui signifiait qu'ils avaient besoin d'une protection de sécurité. Et comme d'habitude, après un événement de ce genre, la presse a également couvert de nombreux autres incidents mineurs sans rapport, comme des demi-tours aériens et des retards techniques qui font simplement partie du quotidien dans l'industrie aéronautique et qui n'auraient jamais fait la une des journaux sans cette tragédie. Mais plus inquiétant encore, plusieurs fausses informations délibérées ont circulé dans la presse, dont au moins 2 rapports d'accidents préliminaires fabriqués, très probablement générés par intelligence artificielle. Et franchement, c'est fou. Cela illustre la menace que représente la désinformation à laquelle nous risquons tous d'être confrontés à l'avenir. Maintenant, quelles que soient les motivations de ceux qui font cela, comme l'a souligné John Ostrower dans The Air Current, la réalité est que ces fausses histoires circulent massivement parce qu'elles comblent un vide d'information. Une fois de plus, le manque d'informations concrètes des sources officielles est en cause. Il convient également de souligner ici que, généralement, l'absence de nouvelles précoces provenant de l'enquête peut en réalité être une bonne chose, surtout pour le constructeur de l'avion. Alors, pourquoi cela ? Eh bien, c'est parce que si les enquêteurs découvraient qu'il y avait un problème technique avec l'avion, alors ils transmettraient cette information très rapidement. Dans un tel cas, les enquêteurs en informaient immédiatement les autorités de régulation dans le monde entier. Et en même temps, le constructeur, Boeing dans ce cas, qui fait déjà partie de l'équipe d'enquête, publierait un bulletin de sécurité pour les opérateurs de ces avions. Ensuite, les autorités de régulation publieraient une ou plusieurs consignes de navigabilité d'urgence qui demanderaient aux compagnies aériennes d'effectuer des vérifications spécifiques ou, si la situation était vraiment grave, pourraient déclencher une procédure d'immobilisation de toute la flotte, comme nous l'avons vu en 2019 après le deuxième crash du Boeing 737 MAX. Le manque relatif d'informations de cette enquête pourrait en réalité être une bonne nouvelle pour cette raison, mais il est probablement prématuré d'en tirer de véritables conclusions à ce stade. Et cela s'explique par le fait que, bien que l'accident ait eu lieu le 12 juin, les enquêteurs n'ont pu extraire les données des 2 boîtes noires que le 26 juin, soit 2 semaines plus tard. C'est un peu étrange, car la première boîte noire a été retrouvée dès le 13, un jour après l'accident, et l'autre a été récupérée 3 jours plus tard. Le Boeing 787 est équipé de 2 boîtes noires, mais à la différence de nombreux autres avions, il ne s'agit pas uniquement d'un enregistreur de conversation et d'un enregistreur de données de vol distinctes.
Ces deux boîtes sont en fait des unités dites combinées, ou enregistreurs vocaux et de données de vol appelés CVFDR. Et cela signifie que les deux boîtes contiennent toutes les informations et que cela signifie ensuite que les enquêteurs n'ont besoin de trouver qu'une seule boîte fonctionnelle pour accéder à toutes les données. Sur le Boeing 787, l'un de ces nouveaux CVFDR se trouve dans la baie avionique sous le cockpit et l'autre est situé près de la queue de l'avion. Il y a eu au début des spéculations selon lesquelles les autorités indiennes enverraient ces boîtes aux États-Unis pour être traitées dans le laboratoire du NTSB à Washington, D.C., mais il s'avère que les deux boîtes noires sont en réalité traitées dans un nouveau laboratoire à New Delhi, la capitale de l'Inde. Les dernières nouvelles indiquent que les enquêteurs analysent les données des boîtes noires tout en prenant en compte toutes les causes possibles. De notre côté, l'important maintenant est d'attendre que l'analyse commence à donner des résultats. Ensuite, nous espérons entendre davantage les enquêteurs afin que nous, et surtout les familles et amis des disparus, puissions enfin obtenir de véritables informations au lieu de rumeurs sensationnalistes et de spéculations. Notre prochaine histoire concerne également un crash d'avion tragique survenu en 2022, et c'est un sujet délicat pour l'ensemble de l'industrie aéronautique. Cela s'est produit le 21 mars 2022 et impliquait le vol 5735 de China Eastern Airlines, un Boeing 737-800 qui a soudainement plongé presque à la verticale depuis son altitude de croisière. Une première analyse réalisée par Flight Radar 24 à l'aide des données ADS-B a indiqué que l'avion semblait brièvement se redresser après sa plongée, pour ensuite reprendre sa descente peu de temps après et s'écraser à grande vitesse, ne laissant aucun survivant parmi les 132 passagers et membres d'équipage à bord. Ce qui rend cette histoire si troublante, c'est qu'environ 2 mois après les faits, le Wall Street Journal a rapporté, selon un responsable américain proche de l'enquête, que l'avion avait été volontairement précipité au sol. Selon la citation, l'avion a fait ce qu'on lui a dit de faire par quelqu'un dans le cockpit. Les enquêteurs chinois, l'administration de l'aviation civile de Chine, ou CAAC, n'ont pas commenté l'article du Wall Street Journal, bien qu'ils aient condamné les spéculations antérieures sur ce qui s'était passé. Ils ont également publié un rapport préliminaire 30 jours après l'accident, puis ont continué à publier des rapports intermédiaires avec très peu d'informations, si ce n'est que l'enquête était en cours. Mais en mars de cette année, à l'occasion du 3e anniversaire de l'accident, la CAAC n'a pas publié de nouveaux rapports. Et en juin, une source chinoise a indiqué qu'un rapport final sur l'accident pourrait être prêt, mais qu'il ne sera pas publié. En réponse à une demande d'informations supplémentaires, la CAAC aurait déclaré que le rapport sur l'enquête de l'accident du vol de l'appareil China Eastern Airlines 5735 pourrait mettre en danger la sécurité nationale et la stabilité sociale s'il était rendu public. Il ne le sera donc pas. Nous préparons actuellement une vidéo Mentour Now sur les enquêtes d'accidents aériens et leur fonctionnement habituel. Mais il va sans dire qu'une décision de ne pas publier un rapport n'est pas normale. L'aviation est aussi sûre aujourd'hui parce que nous avons plus d'1 siècle d'expérience, y compris les erreurs des autres, à étudier et dont nous pouvons tirer des leçons. Et j'espère donc vraiment que la décision de la Chine dans cette affaire ne deviendra pas une tendance. Tirer des leçons du passé dépend de l'accès à des informations précises. Et comme l'ont montré les fausses informations et l'absence de nouvelles concernant l'accident d'Air India, savoir à quelle source se fier devient chaque jour plus crucial. Mon équipe et moi nous tournons vers le sponsor d'aujourd'hui, Ground News, comme d'habitude. Et avec plus de 700 articles couvrant cette histoire, je suis vraiment content de l'avoir fait. Ground News aide à faire le tri dans tout ce bruit. Pour vous le montrer, vous pouvez suivre sur ground.news/mentour. Tout de suite, on voit clairement qu'environ la moitié des articles proviennent de grands conglomérats médiatiques et seulement environ 6% sont détenus par l'État. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont les médias de gauche et de droite couvrent cette même histoire de manière très différente. Regardez ça. Le journal de gauche West Hawaii Today met l'accent sur la tragédie humaine et les pertes, adoptant une approche compatissante centrée sur les victimes, tandis que le média de droite My Northwest rejette la faute sur le déclin systémique des entreprises, reflétant une attention portée à l'échec institutionnel et aux préoccupations de l'industrie nationale plutôt qu'aux conséquences humaines.
Ground News indique le niveau de fiabilité de chaque source et permet de filtrer selon celle en qui vous avez confiance, ce qui est très utile pour des histoires aussi complexes. Donc, si vous en avez assez des gros titres sensationnalistes, vous devriez aller sur groundpointnews/Montour ou scanner ce QR code pour bénéficier de 40% de réduction sur le prix habituel. Seulement 5 $ par mois, mais offre à durée limitée, alors faites vite. Merci à Ground News de sponsoriser ces revues d'actualité. Nous l'apprécions vraiment. Maintenant, revenons à l'histoire. L'histoire suivante que nous avons eue en juin portait sur un sujet sur lequel je pense que la grande majorité des pilotes de ligne a des opinions très tranchées. Il s'agit de l'idée d'avoir des vols commerciaux avec un seul pilote assis dans le cockpit. Et depuis plusieurs années maintenant, l'EASA, l'organisme de régulation de l'aviation en Europe, étudie cette idée en détail pour voir si de telles opérations peuvent être effectuées en toute sécurité. Ils ont cherché à déterminer si une telle opération pouvait offrir le même niveau de sécurité qu'avec 2 pilotes à bord actuellement. L'EASA a identifié 2 formes possibles que pourraient prendre ces opérations. L'une s'appelle Opération avec équipage minimum étendu ou EMCO et l'autre Opération avec pilote unique ou SIPO. Dans les opérations EMCO, il y aurait toujours 2 pilotes à bord, tous 2 présents dans le cockpit pendant les phases critiques du vol comme le décollage, la montée, la descente et l'atterrissage. Mais en croisière, les pilotes se relayeraient pour se reposer, ne laissant qu'un seul pilote dans le cockpit. Mais avec les opérations SIPO ou à pilote unique, il n'y aurait vraiment qu'un seul pilote à bord, peut-être assisté depuis le sol ou par d'autres moyens nécessaires pour garantir le même niveau de sécurité. J'ai déjà réalisé des vidéos sur cette chaîne expliquant comment l'automatisation et l'autonomie ont alimenté ce débat depuis un certain temps, donc je ne vais pas entrer dans les détails de ces concepts ici. Mais l'idée, c'est qu'un avion devrait être équipé des bons systèmes avioniques et d'autres technologies, comme l'intelligence artificielle générale, pour rendre cela possible, car un seul pilote, cela revient pratiquement à aucun pilote. Actuellement, si quelque chose arrive à l'un des 2 pilotes dans le poste de pilotage, l'autre pilote peut faire atterrir l'avion en toute sécurité sans problème, mais cela serait tout de même considéré comme une véritable situation d'urgence avec le contrôleur aérien apportant toute l'assistance possible à l'appareil. Et cela s'explique par le fait que l'avion ne reposerait plus que sur un seul élément essentiel, le pilote restant. Mais avec un seul pilote, même si un autre pilote se repose à quelques mètres de là, une incapacité par exemple, signifierait qu'il n'y aurait plus personne aux commandes. Et même si un avion très intelligent détecte un problème et tente de réveiller l'autre pilote, on sait tous qu'il faut quelques minutes pour être vraiment opérationnel après un réveil brutal. C'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Donc ça ne va pas. Airbus, en particulier, a présenté plusieurs concepts et technologies pour espérer rendre ces opérations possibles un jour. L'avion pourrait détecter un problème avec le pilote, rechercher un aéroport de déroutement, vérifier la météo, choisir un aéroport alternatif adapté, puis configurer l'approche et atterrir. Encore une fois, j'ai déjà abordé ce sujet dans une vidéo précédente et Ben et moi avons passé beaucoup de temps à en discuter dans notre nouveau podcast « Le commandant de bord vous parle » auquel j'espère vraiment que vous êtes déjà abonné. Dans ce podcast, nous parlons vraiment librement, sans aucun script, surtout sur des sujets qui nous tiennent à cœur, comme celui-ci évidemment, et cela peut devenir assez animé. Vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que plusieurs syndicats de pilotes, en fait tous les syndicats de pilotes, ont catégoriquement rejeté toute forme d'opération avec un seul pilote à bord. Mais la question est, de telles opérations peuvent-elles vraiment devenir une réalité tout en maintenant le même niveau de sécurité que celui que nous avons actuellement avec 2 pilotes? Eh bien, c'est précisément la question que l'EASA a essayé de résoudre ces dernières années. Et leur verdict est tombé fin juin. Non, nous ne pouvons pas. Dans son rapport, l'EASA conclut que, en prenant la conception actuelle du cockpit comme référence et dans les limites de la recherche, il n'est pas possible de démontrer un niveau de sécurité équivalent entre les opérations EMCO et celles avec 2 pilotes. L'EASA a même identifié les domaines dans lesquels des progrès sont nécessaires avant de pouvoir reconsidérer cette idée. Cela inclut la surveillance de l'incapacité du pilote, la fatigue et la somnolence, l'inertie du sommeil, les vérifications croisées qui nécessitent aujourd'hui 2 personnes et les besoins physiologiques
car ce pauvre pilote solitaire reste un humain et doit quand même aller aux toilettes. Franchement, à mon avis, ce n'est pas parce qu'on est passé de 3 à 2 membres d'équipage en remplaçant l'ingénieur de vol par des ordinateurs de gestion de vol qu'on peut maintenant éliminer la redondance d'un second pilote compétent dans le cockpit. Et je suis très heureux que l'EASA l'ait maintenant officiellement reconnu. Il y a beaucoup plus à dire sur ce sujet, raison pour laquelle on en parle longuement dans notre tout premier podcast. Mais je terminerai avec 2 points importants. D'abord, on parle ici d'introduire énormément de nouvelles technologies, du genre qui nécessiterait probablement un tout nouvel avion certifié, ce qui est extrêmement coûteux. Tout cela simplement pour économiser le salaire d'un copilote qui gagne en une semaine à peu près autant que le prix d'un pneu d'avion. Deuxièmement, Ben a souligné qu'on ne peut pas former des pilotes humains à gérer toutes les combinaisons possibles de problèmes. On compte sur leur créativité quand quelque chose de vraiment inattendu se produit. Alors, comment espérer former des systèmes autonomes à faire la même chose? À méditer. Notre prochaine histoire contient des nouvelles décevantes, mais pas totalement inattendues pour Boeing. Malgré les progrès de l'entreprise pour stabiliser et accélérer sa production, le chef par intérim de la FAA a annoncé début juin que l'agence ne permettrait toujours pas à Boeing de produire plus de 38 737 par mois, du moins pour l'instant. Si vous l'avez manqué, la décision très inhabituelle de limiter la production des 737 MAX de Boeing est survenue après l'éjection d'un bouchon de porte sur un vol d'Alaska Airlines en janvier 2024, ce qui a aussi entraîné de profonds changements de gestion chez Boeing. Mais comme je l'ai déjà évoqué, la situation chez Boeing semble désormais beaucoup plus encourageante. Cela fait maintenant 1 an et demi que cet incident s'est produit et beaucoup de choses ont changé depuis, ce que les clients remarquent aussi. Boeing a d'abord traversé une grève l'automne dernier, puis a suspendu la production de la plupart de ses avions pendant 1 mois pour remettre de l'ordre dans ses processus. Et cela semble vraiment avoir porté ses fruits. Même si Boeing est limité à 38 737 par mois, il n'a en réalité jamais atteint ce chiffre au cours des mois suivants. Le plan initial était d'atteindre un rythme stable de 38 par mois d'ici fin 2025, mais cet objectif a été atteint dès mai de cette année, en avance sur le calendrier. Boeing aimerait ensuite essayer d'atteindre 42 737 par mois au début de l'année prochaine, ce qui reste plus lent que les cadences qu'ils avaient avant que le 737 MAX ne soit cloué au sol en 2019. Mais, bien que la FAA note que Boeing a fait beaucoup de progrès, ils ne sont pas encore prêts à leur donner le feu vert complet pour l'instant. Et depuis plusieurs décennies, Boeing fabrique des 737 dans son usine de Renton, tandis qu'Everett est le site d'assemblage des avions gros porteurs. Mais parmi les préparatifs récents de Boeing, il y a une nouvelle ligne de production de 737, leur 4e, utilisant l'espace précédemment dédié à la fabrication du puissant Boeing 747. Maintenant, il y a beaucoup de travail pour ouvrir une nouvelle ligne comme celle-ci, mais cela ne pourra se faire tant que la FAA n'autorisera pas Boeing à accélérer la production de 737. C'est donc un point à surveiller, car ce sera vraiment vital pour Boeing quand cela arrivera. Mais avant cela, il y a aussi une autre information concernant Boeing. Au moment où nous enregistrons ceci, le NTSB s'apprête à publier le rapport final sur le panneau de porte arraché du 737 MAX 9 en janvier 2024. Et il est possible qu'il soit déjà publié au moment où vous verrez cette vidéo. Mais le NTSB a déjà publié un résumé exécutif de ce rapport final, comprenant ses conclusions, la cause probable et ses recommandations en matière de sécurité. Ce résumé contenait de nombreuses critiques envers la culture de sécurité de Boeing au moment de l'assemblage de l'appareil, mais visait aussi la FAA pour son manque d'efficacité dans la supervision de Boeing sur des problèmes qu'elle aurait dû connaître. Mais pour être honnête, ce sont des choses que nous savions déjà en grande partie, et j'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo à ce sujet il y a plus d'1 an. Passons à autre chose. Parlons du Salon du Bourget que mon équipe et moi attendions avec impatience. Comme je l'ai dit au début, il a été complètement éclipsé par l'accident d'Air India. Et le PDG de Boeing ainsi que d'autres dirigeants ont annulé leur venue au salon par respect et pour se concentrer sur l'accident.
Mais même avant la catastrophe d'Air India, on savait déjà que Boeing n'amènerait aucun avion au salon, car ils sont encore occupés à faire certifier le Boeing 777X et les autres variantes du MAX. Sans surprise, une commande supposée de monocouloir par Air India durant le salon ne s'est pas concrétisée. Mais dans les circonstances actuelles et compte tenu de l'incertitude liée aux droits de douane et au commerce mondial en général, le salon a tout de même vu un volume respectable de commandes chez Boeing et Airbus. En ce qui concerne les actualités technologiques, le Salon du Bourget nous pose un petit dilemme pour ce résumé d'actualité, car beaucoup de ces sujets méritent clairement leur propre vidéo ici sur Montour Now. Mais voici quelques sujets pour vous intriguer jusqu'à la sortie de ces vidéos. Par exemple, Boeing a demandé aux motoristes des informations sur de nouveaux moteurs pour un tout nouvel avion, tandis qu'Airbus et ATR préparent aussi leur projet. En parallèle, les fabricants de moteurs évoquent de nombreuses idées. Et il y a même un peu de provocation entre eux, ce qui est assez intéressant. Enfin, pour quitter le Salon du Bourget sur une note un peu plus légère, à la fin du mois de mai, après notre précédent résumé d'actualité, une famille de ratons laveurs a envahi une chaîne d'assemblage d'Airbus A220 à Mirabel, au Canada. Ce n'était probablement pas l'un des événements aéronautiques les plus importants de ces dernières semaines. Mais après tout ce qu'on a vu, y compris des perturbations de vol dues à des conflits dont je n'ai même pas eu le temps de parler, l'image de techniciens d'Airbus poursuivant des ratons laveurs dans un fuselage de A220 me semblait une bonne manière de conclure. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et dites-moi en commentaire ci-dessous si vous avez vu quelque chose ce mois-ci dont vous aimeriez qu'on parle. Et en parlant d'actualité, nous avons maintenant une section spéciale Montour avec notre sponsor, Ground News, que vous pouvez découvrir via le lien dans la description. Sur la chaîne Mentor Pilot, nous mettons la touche finale à notre dernier documentaire sur un incident aérien. Et si vous êtes membre Patreon, il est déjà disponible pour vous en avant-première. Donc si vous souhaitez le voir et que vous n'êtes pas encore membre Patreon, utilisez ce QR code ou allez sur patreon.com/join/mentourpilot pour vous inscrire. Je m'appelle Peter Hernfeldt et vous regardiez Mentour Now. Passez une journée absolument fantastique et à la prochaine. Bye bye.